Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo. Aujourd'hui, nous explorons la complexité de relations amoureuses en nous penchant sur la question que personne n'aime se poser. Comment surmonter une séparation? J'ai le plaisir de retrouver pour parler de ce sujet Laurence Dispo, sexologue. Laurence, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet pour le moins sensible. Tout d'abord, nous allons aborder donc les conséquences de la séparation et surtout explorer les voies possibles pour la surmonter et aller de l'avant. Nous comptons donc sur vous. Première question, comment aborder la conversation de la séparation avec son partenaire pour la surmonter et aller de l'avant? Oui, question épineuse en effet. Je sais que c'est très tentant de passer par les messages WhatsApp. Je sais qu'il y a des tas de bonnes raisons pour lesquelles des personnes passent par l'écrit. Des bonnes raisons, des raisons bienveillantes. Des fois, on se dit, bon, la personne pourra mieux encaisser le choc, etc. Néanmoins, en entendant quand même pas mal d'histoires au cabinet, jour après jour, je me dis que si on peut aborder cette question de la séparation, cette conversation de la séparation en personne, c'est quand même plus judicieux. On permet à l'autre de réagir, on permet à l'autre d'exprimer ses émotions. Et puis, ça laissera un souvenir quand même un petit peu plus respectueux si on arrive, si possible, bien sûr, à aborder cela en personne. Deuxième chose, l'aborder avant d'en parler à d'autres personnes. Je pense notamment aux enfants. J'entends des fois des situations où l'un ou l'autre va parler d'une séparation aux enfants avant d'en parler sérieusement avec le ou la conjointe. On essaye d'éviter ça quand même, que ce soit les enfants, que ce soit des amis proches du couple, que ce soit les belles familles, les familles. On essaye d'éviter ça aussi pour que la personne qui va être informée ou disons avec laquelle on va parler de séparation soit la personne concernée. Troisième chose, on essaie de le faire hors dispute. On essaie de le faire à un moment donné où on n'est pas enflammé, où on n'est pas en train de flamber dans les émotions et où on peut le faire la tête reposée, que l'autre aussi puisse être dans un état, non pas à être dans une activation émotionnelle trop forte, mais puisse aussi accueillir les informations, accueillir le sujet de manière aussi calme que possible. Ensuite, ce qui est assez idéal, c'est de pouvoir expliquer clairement, sincèrement, comment on en est arrivé là ou comment nous, on pense en être arrivé là. C'est important d'avoir une certaine clarté avec la personne quand on va aborder ce sujet. On va essayer de pas laisser planer de faux espoirs s'il n'y en a pas. Si on a pris une décision, si on est déjà ailleurs dans notre cœur, si on est déjà, voilà, très, très Il faut laisser la décidé, très, possibilité. voilà, exactement. Mais sans être méchant non plus. Je vois des personnes qui deviennent très, très froides et voire cruelles pour justement ne pas donner de faux espoirs. C'est pas forcément très, très gentil non plus d'en arriver là. Donc, essayons de rester respectueux tout en étant clair, tout en étant ferme. En utilisant peut-être le disque rayé. Non, je ne pense pas que ce soit possible d'aller de l'avant. Non, je ne veux pas nous redonner une deuxième chance, etc. Donc, on reste vraiment clair, on reste ferme, mais sans être dans la cruauté non plus, où on va commencer à sortir les quatre vérités de la personne et à lui dire des choses qu'on pourrait regretter ou qui sont simplement trop dures à entendre. Se préparer aussi à encaisser les émotions de l'autre. Si on est la personne qui amène le sujet de la séparation, alors on peut garder la tête haute, on peut rester digne, on n'a pas à avoir honte de ne plus avoir de sentiments ou avoir des sentiments qui se sont altérés ou voilà, pour X, Y raison, vouloir sortir de la relation. Donc, rester digne, rester la tête haute, mais en sachant qu'il va y avoir peut-être des émotions très très fortes de l'autre côté et qu'on va encaisser peut-être une certaine culpabilisation ou des efforts de culpabilisation de la part de l'autre qui est dans la détresse, qui est démuni et qui va peut-être pas trouver mieux que ça sur le moment. Après un certain temps, donc pas forcément lors de la première discussion, parce que faut quand même bien s'imaginer qu'une discussion ne suffira sans doute pas. Mais après un certain temps, proposer de réfléchir ensemble au sens qu'on veut donner à la séparation, qu'on veut donner aussi à la relation qu'on a eue. Alors peut-être en voyant une tierce personne, un thérapeute, pour parler de la séparation et pour conduire au mieux cette séparation. On peut valider les blessures que chacun a vécues, on peut valider l'émotion, on peut faire honneur à la relation qu'on a eue.
Et puis peut-être dernière chose que je voulais évoquer, c'est qu'une séparation peut se faire à deux. Et c'est important que l'un ou l'autre n'ait pas l'impression d'être devant le fait accompli et d'avoir rien à dire, de ne pas avoir son mot à dire. On peut prendre des décisions ensemble, que ce soit concernant la garde des enfants, s'il y en a, que concernant le logement, concernant qu'est-ce qu'on va dire aux familles, belles familles, qu'est-ce qu'on va dire aux proches, aux amis. Est-ce que c'est une pause définitive, est-ce que c'est une pause temporaire plutôt, ou une séparation définitive? Toutes ces décisions, on peut les prendre ensemble. L'idée, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait l'un des partenaires qui se sent complètement acculé, sans contrôle sur rien, et que cette personne dise bon, finalement j'ai tout subi, j'ai rien pu acter, j'ai tout subi. Ça, ce serait dommage. Donc, essayons, tout comme on a eu une relation à deux, d'avoir une séparation à deux, de faire cette séparation ensemble. Ouais, et qu'il y ait au moins une sorte de respect mutuel, même au-delà, Voilà. et qui permet justement ce genre de dialogue, parce que quand ça n'existe pas, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus épineux. Oui, oui, oui. Donc, évidemment, c'est une situation qui n'est jamais facile, ni pour l'un ni pour l'autre. Et comment est-ce qu'on gère les émotions pendant une séparation? Il y a nos émotions, il y a les émotions de l'autre. Donc, pouvoir respecter et valider les émotions de l'autre. Quant à nos émotions, la première chose, je pense, c'est de reconnaître qu'il s'agit d'un deuil. Il y a un deuil relationnel, il y a un deuil de certains espoirs, d'attentes. On a peut-être mis beaucoup de nous dans cette relation, comme souvent. Hein, on a mis des projections, on a mis des rêves, hein, on a mis une partie de notre identité aussi peut-être dans cette relation. Donc c'est un deuil. Dans tout deuil, il y a différentes étapes. Elles sont pas forcément linéaires. Le choc, la colère, et ensuite l'acceptation, pour la faire courte, hein, ne sont pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a des retours en arrière, il y a des va-et-vient dans ces émotions. Donc, être gentil avec soi-même, être gentil avec l'autre aussi. On est dans un processus de deuil, donc quelque chose qui est compliqué, qui se fait pas en un jour. Ne laissez pas quelqu'un dans votre entourage vous dire ah bah tourne la page, c'est ok, c'est juste une relation, il y en aura d'autres. C'est vraiment pas si facile que ça, du moment que la relation avec un petit peu de signification pour nous, on y a forcément investi de nous. Et il y a beaucoup d'émotions, parfois très profondes et parfois très anciennes, hein, qui sont réactivées. Parfois des blessures d'attachement, hein, ces fameuses blessures qu'on a vécues dans notre enfance, hein, qui viennent être réactivées et qui viennent nous parler de nous. Je me sens seule, je me sens abandonnée, je me sens pas aimée ou pas aimable. Des choses comme ça assez profondes qui sont réactivées. Donc, prenons la mesure de ce deuil relationnel et faisons honneur quelque part au fait qu'on vit quelque chose effectivement qui n'est vraiment pas facile. Donc déjà, le reconnaître, le valider, être gentil avec nous-mêmes, reconnaître aussi que certaines ruptures vont être plus violentes que d'autres, plus houleuses que d'autres. Je pense notamment quand il y avait un phénomène de dépendance, d'emprise, ou tout simplement une relation plus fusionnelle que d'autres. Dans ces cas-là, il va y avoir des émotions sans doute plus fortes, hein, des phénomènes, des interactions entre les ex-conjoints qui vont être d'autant plus houleuses. Donc, le savoir, le légitimer, valider que c'est comme ça dans certaines ruptures, hein. C'est spécialement houleux. Donc, les manières de gérer tout ça, les manières de gérer toutes ces émotions, déjà d'être entouré, de s'entourer des amis, des proches, on va vite se rendre compte qu'on n'est pas seul, que les émotions qu'on vit sont validables, sont entendables. Savoir que les émotions aussi, à un moment donné, elles vont s'apaiser. Savoir que les émotions sont des phénomènes temporaires. À moins de les réactiver sans cesse, elles vont s'apaiser. Si on les laisse faire leur chemin, elles vont se calmer. On va s'intéresser aux émotions en tant que telles, se dire ça c'est mon émotion, c'est pas moi. Pour l'instant, je suis dans le désespoir, mais je ne suis pas que désespoir. C'est une émotion que je traverse. Si je suis dans la colère, dans un sentiment d'abandon, dans de la tristesse, il n'y a pas que ça. C'est une partie de moi. C'est pas toute mon identité. Donc, voir les émotions comme des phénomènes qui sont intéressants, mais qui nous traversent, qui vont faire leur chemin. Pour nous aider, on peut faire des exercices de pleine conscience, de méditation. On peut prendre le temps de vivre ces émotions et de les laisser passer.
Et puis, dernière chose, savoir que personne ne peut nous dire ce qui est normal comme rythme. On va avoir notre rythme, il est personnel, il est unique, et on doit respecter ce rythme. Eh bien, merci pour ces précisions. Je pense également aux impacts de la séparation sur la vie sexuelle et émotionnelle des individus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel genre de traumatisme cela peut-il laisser? Oui, et c'est intéressant que vous utilisiez le mot traumatisme. On est face à un trauma quand plusieurs choses, hein. Quand il y a un avant et un après, on voit que ce moment-là, ce moment de la rupture est déterminante dans notre manière de nous voir ou de nous voir par rapport au monde. Je disais avant, on va réactiver des blessures d'attachement, hein. Donc tout à coup, on va réactiver des choses profondes, style je suis seule au monde, je suis en danger, on va toujours m'abandonner, je suis pas aimable, je mérite pas mieux. Des choses comme ça qu'on va se dire sur soi. Et là, c'est un traumatique, ou disons, ça peut aussi réveiller des traumas anciens qui vont comme ça faire perdurer des choses qu'on va penser de soi et qui vont nous mettre d'autant plus en difficulté pour gérer les émotions qui sont de toute manière présentes lors d'une séparation. Ça peut être aussi un trauma potentiellement quand on s'était beaucoup défini au travers de la relation. Euh, donc, il y a non seulement une perte, mais il peut y avoir vraiment un vide, toute une définition de soi à reconstruire. Si on s'était beaucoup dit, moi je suis l'épouse d'eux ou la copine d'eux, et que tout notre sentiment de valeur dépendait de cette relation. C'est souvent le cas dans les relations fusionnelles, mais aussi d'autres types de relations. Donc, ça va être d'autant plus compliqué dans ces situations-là. Euh, c'est d'autant plus traumatique aussi quand on se dit des choses souvent assez irrationnelles sur la signification de la relation. Par exemple, c'était ma dernière possibilité de devenir parent, selon l'âge qu'on a. Ou bien, c'était l'unique homme qui pouvait m'aimer ou l'unique femme qui pouvait m'aimer. C'était la seule personne qui me comprenait. C'était la seule personne avec qui j'avais une vie sexuelle satisfaisante, etc., etc. On va se dire, je vais jamais retrouver une personne comme ça ou une relation comme ça. Là, il y a potentiellement des impacts traumatiques, hein. Alors, sur la vie sexuelle, il peut y avoir des traumas si on a mal vécu la sexualité avec cette personne, mais aussi si on l'a bien vécu. Si on l'a bien vécu, on peut se dire des choses comme justement, je vais jamais retrouver une personne avec qui j'ai une telle entente, hein. Il y a que cette personne-là dont j'avais envie d'être aussi proche, hein. Ou bien cette personne-là m'acceptait comme j'étais, avec mes faiblesses, avec mes traumas anciens, avec mes fragilités, et puis patatras, elle veut plus de moi. Ou bien pour X, Y raison, la relation est terminée, il peut y avoir un sentiment vraiment de danger par rapport à la sexualité à venir. On va plus jamais me comprendre de cette manière-là. Donc, même si on a bien vécu la sexualité avec cette personne, il peut y avoir des soucis. Il peut y avoir des soucis aussi si on n'ose plus trop s'exciter parce que chaque fois qu'on s'excite, le souvenir de cette personne revient. Parce que notre fantasmatique est en lien avec cette personne. Alors, on peut imaginer que pendant quelques semaines, quelques mois, on n'ait plus très envie de s'exciter parce que, voilà, si chaque fois le souvenir de l'autre revient et nous remplit de tristesse, comment associer excitation et tristesse? Donc parfois, on doit laisser passer un petit peu de temps avant de pouvoir de nouveau avoir un moment d'excitation, ce qui est compliqué parce que justement, une des choses qu'on recommande, c'est de pouvoir se réapproprier notre corps au travers de l'auto-érotisme et pouvoir se reconnecter à nos sensations. Donc, c'est un petit peu, voilà, peser le pour et le contre. Est-ce que je peux me réapproprier mon corps? Est-ce que je peux de nouveau avoir des moments d'excitation seule, tout en gentiment tournant mon attention vers d'autres stimulations que le souvenir de mon ex-conjoint ou de mon ex-conjointe. Donc, en utilisant peut-être des lectures ou des films érotiques ou des souvenirs d'autres relations éventuellement, ou alors d'autres. Voilà, ouais, exactement. Changer le focus de notre fantasmatique pour quand même vivre ce moment de manière joyeuse et non pas triste. Sûr. Autre question, dans le cadre de famille, quand voilà, il y a des enfants qui sont impliqués, évidemment, donc on le sait, les ruptures peuvent être plus ou moins faciles, on va dire, à gérer. Comment parvenir à maintenir une communication saine après la séparation? Quels conseils pouvez-vous donner?
Une chose assez fréquente, malheureusement, c'est de passer par les enfants pour transmettre les infos. Aussi pour des bonnes raisons, on a toujours des bonnes raisons de faire ce qu'on fait. On n'a pas envie de faire flamber les émotions, on craint que ça se passe mal, on veut s'assurer que les informations passent bien et non pas empreintes de trop d'émotions. Donc on se dit, ben voilà, on va faire passer le message par les enfants. C'est pas forcément une bonne idée. Donc essayons de laisser les enfants, quel que soit leur âge d'ailleurs, en dehors des interactions. Essayons de communiquer directement avec notre ex. Essayons peut-être d'utiliser un petit carnet, comme ils font à l'école. Il y a un carnet de communication. On peut aussi avoir un carnet de communication avec l'ex pour faire passer les informations de manière claire, de manière respectueuse et sans passer par les enfants surtout. On essaie de rester poli, on essaie de rester courtois, on essaie de pas être trop dans la réactivité parce que l'autre peut-être ne va pas réussir à rester courtois. Donc on laisse passer quelques minutes, quelques heures, voire peut-être un jour avant de répondre pour laisser se tasser un petit peu les émotions face peut-être à un conjoint, un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui n'est pas forcément tout dans la politesse ou dans la gentillesse. Donc, on essaie de se calmer avant de répondre et on essaye de rester digne. Savoir aussi ou se souvenir que ça peut aller mieux, qu'il y a des phases, que suite à une séparation, il peut y avoir 1 ou 2 ans qui se passent très mal. Ensuite, voilà, l'ex refait sa vie, il y a une nouvelle conjointe dans l'affaire ou un nouveau conjoint dans l'histoire. Donc, les choses se calment et ça pèse. Il y a des communications plus polies, plus respectueuses, plus constructives. Donc, se souvenir qu'il y a des phases et que c'est pas parce que c'est la cata maintenant que ce sera toujours la cata. Et puis peut-être dernière chose, partir d'un principe de bienveillance, partir d'un a priori que si on a aimé cette personne, il n'est pas tout mauvais, elle n'est pas toute mauvaise. Il y a du bon, cette personne aime nos enfants. On doit quand même partir de ce principe-là, que même s'il fait pas tout juste ou comme nous on l'espérerait, il a sans doute des bonnes intentions. Donc partir de cet a priori-là, plutôt que de partir d'un principe de méfiance, que l'autre va faire des choses pour nous faire du mal, va être négligent ou négligente. Essayons déjà d'observer et d'accueillir la réalité plutôt que d'être dans l'appréhension et dans la méfiance. Parfois, on peut être, comme on dit ici en Suisse, surpris en bien. Ça, c'est plutôt, oui, c'est plutôt rassurant. Il y a pas de raison. Les choses peuvent bien se passer aussi. Tout à fait, tout à fait. Quand la situation est plutôt mal vécue et qu'on voit pas le bout de ça, qu'on n'arrive pas à sortir justement de ce deuil-là, quels sont les soutiens disponibles pour les individus qui traversent ce genre de séparation compliquée? C'est une sacrée bonne question parce que souvent, on a envie de gérer ça seul. On se dit, je vais me débrouiller, c'est pas la fin du monde, tout le monde s'est séparé à un moment donné. Pourquoi aller chercher de l'aide? Pourquoi aller demander de l'aide? Et pourtant, dans beaucoup de situations, un petit coup de pouce n'est pas du luxe. Alors, ça peut être un thérapeute, évidemment, un psychologue, psychothérapeute. Ça peut être aussi un médiateur qui va voir le couple ou l'ex-couple et aider ces deux personnes à faire un peu le tri, à faire avancer aussi un petit peu les choses par rapport justement au côté répartition des biens, annonce aux enfants, etc. Où une médiatrice peut vraiment aider à simplifier un petit peu et à séparer la charge émotionnelle des décisions qui sont à prendre et qui sont à prendre, on l'espère, ensemble. Ça peut être des sexologues quand il y a un trauma ou quand il y a une difficulté à se remettre en route. Ça peut être des juristes aussi quand on a besoin d'avoir un petit peu plus de clarté sur nos possibilités et sur les réalités qui vont être à affronter. Ça peut être des avocats, bien sûr. Ça peut être aussi des associations qui vont aider. En Suisse, on a des associations qui vont aider les familles face à des deuils. Donc, une personne qui décède, mais aussi à un deuil relationnel, c'est-à-dire une séparation. Et qui vont aider le couple ou l'ex-couple, mais aussi la famille entière, y compris les enfants. Selon nos croyances, peut-être qu'on peut avoir recours aussi à une église ou à une communauté religieuse qui peut nous soutenir. Donc, faut aussi partir de soi et de se dire dans ma mémoire, quelles sont mes ressources. Peut-être que c'est un coach sportif, peut-être que c'est un coach tout court, un coach de vie. Quelles sont mes ressources auxquelles j'adhère, auxquelles je crois, qu'est-ce qui va dans mes croyances, qu'est-ce qui va dans mes valeurs.
Mais en tout cas, chercher de l'aide, c'est pas une honte. Euh, c'est pas ça qui va nous ralentir, bien au contraire, hein. C'est peut-être quelque chose qui va nous donner le petit coup de pouce nécessaire, hein, pour avancer dans notre vie. Merci beaucoup, Laurence. On a abordé tout à l'heure la question de la vie sexuelle. On a parlé de se réapproprier son corps. Comment est-ce qu'on reconstruit sa vie sexuelle après une séparation? Alors, quand on est seul ou quand on rencontre un nouveau conjoint, par exemple. Voilà, donc on a parlé de se réapproprier, hein, notre corps, nos sensations, en prenant le temps de faire des lectures, d'écouter des podcasts, de regarder des films, pour voir si on peut reconstruire, comment on peut reconstruire notre fantasmatique, hein. Comment est-ce qu'on peut avoir de nouveau des sensations plaisantes, d'excitation, peut-être d'orgasme. Prendre le temps, parce que, et je le dis et je le redis, prendre le temps aussi, si on veut se réengager dans une relation à deux. Alors c'est pas pour moraliser et dire, ah, il faut pas aller trop vite et il faut pas faire ce phénomène de rebound. Voilà, on fait ce qu'on peut et on fait selon ce qui nous convient. Néanmoins, prendre le temps nous permet quand même de faire cette petite mise au point. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui est le plus important? S'il y a des aspects de ma vie sexuelle avec mon ex que j'ai mal vécu, par exemple, j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à moduler le rythme, j'arrivais pas à exprimer mes besoins, j'étais dans la réactivité par rapport aux besoins de l'autre. Faire une petite mise au point, un petit bilan sur ce qui est important pour nous et sur ce qu'on a peut-être envie de développer aussi, hein. C'est une possibilité, c'est une opportunité, on va dire, hein, de faire le point de ce qu'on a envie de développer et ce qu'on a envie de vivre dans une prochaine relation. Donc, prendre le temps nous permet de faire tout ça. Une chose assez fréquente malheureusement, c'est la comparaison, hein. Les personnes que je rencontre, ils sont moins ci, ils sont plus ça, ils m'attirent moins, voilà, je trouve pas chaussures à mon pied. On va pas forcément trouver chaussures à notre pied tout de suite, hein. Et peut-être qu'il va falloir embrasser pas mal de crapauds ou boire un verre, pas mal de crapauds, avant de trouver notre avenir, notre futur. Donc, prendre le temps aussi de rencontrer des gens sans avoir des attentes, sans trop comparer. Et si on s'attrape, c'est une discipline mentale, hein, si on s'attrape en train de faire une comparaison, se dire, ah, stop, se dire, ben voilà, j'étais en train d'entrer dans une comparaison, c'est la dernière chose que je devrais être en train de faire là maintenant. Je devrais pouvoir rencontrer cette personne comme si c'était la première fois, parce que chaque rencontre est une première fois. Et peut-être que chaque rencontre sexuelle peut aussi être une première fois. Oui, il y a certaines choses qu'on va faire de la même manière, mais peut-être plein de choses qu'on va faire différemment. Et peut-être plein de nouvelles choses qu'on va faire. C'est une première fois. Voilà un petit peu. Et concernant maintenant la santé émotionnelle après une séparation, pouvez-vous me recommander des petits exercices, des rituels ou des pratiques qui peuvent nous aider à renforcer cette santé émotionnelle? Tout à fait. Les rituels, c'est toujours une bonne idée, je trouve. Un rituel assez sympa, c'est un rituel de lâcher prise au travers de la gratitude, mais aussi au travers de la variété des émotions qu'on pourrait vivre vis-à-vis de notre ex-relation. Une première étape, c'est de faire une liste des choses pour lesquelles on s'en veut. Donc, la première liste, ce sera « je m'en veux pour », je sais pas, mon manque de compréhension, mon impatience, etc. Je m'en veux pour, peut-être que je m'en veux d'être restée aussi longtemps que je suis restée. On va faire une liste des choses pour lesquelles on s'en veut. Ensuite, on va faire une liste de choses pour lesquelles on en veut à l'autre personne. Je t'en veux d'avoir dit telle ou telle chose, de m'avoir blessée de cette manière-là, de m'avoir dit telle ou telle chose, fait telle ou telle chose. Voilà, une liste de choses pour lesquelles je t'en veux. Deuxième étape, une liste de choses pour lesquelles je suis reconnaissante vis-à-vis de l'autre. Je te remercie de m'avoir supporté à ce moment-là. Je te remercie de m'avoir soutenu à ce moment-là. Je te remercie pour nos enfants. Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux sur telle ou telle chose. Je te remercie de ton amour, tout simplement, de ta bienveillance, etc. Donc, on va faire une liste des choses pour lesquelles on veut remercier l'autre. Et finalement, peut-être encore plus important, c'est la liste des choses pour lesquelles je me remercie. Je me remercie d'avoir tenu bon, d'y avoir cru. Je me remercie
de nouveau, pour nos enfants, je me remercie d'avoir lu ceci ou cela. Je me remercie de m'être rendu compte de ceci ou cela. Et peut-être que je me remercie d'être restée aussi longtemps et peut-être que je me remercie d'être partie quand je suis partie. Donc, on va faire une liste de choses qui vont favoriser la gratitude vis-à-vis de l'autre et la gratitude vis-à-vis de soi. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire pour soi, seul, mais c'est un exercice qu'on peut faire aussi avec l'autre. On fait fréquemment cette démarche en thérapie. On demande aux conjoints, aux ex-conjoints, aux personnes qui sont en processus de séparation, de faire cette 4 listes et d'y partager. Ça donne lieu à beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance aussi. On a besoin, lors d'une séparation, de se sentir reconnu, de valider toutes les belles choses qu'on a faites, peut-être de mettre les points sur les i sur les choses qu'on n'aurait pas dû faire ou qui ont blessé l'autre. Ça nous aide aussi dans la compréhension de pourquoi on est en train de se séparer. Ça nous aide à mettre vraiment le passé dans le passé et de se dire, ça s'est passé ainsi. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles on est en train de se séparer. On comprend mieux la relation et on comprend mieux la séparation en faisant un rituel comme ça. Alors, dans certaines situations, on n'arrive pas à faire des rituels avec l'ex parce que, voilà, l'entente ne le permet pas ou le souhait n'est pas des deux côtés. On va faire des rituels plutôt pour soi. On va faire des rituels de gratitude, comme cet exercice dont je viens de parler pour soi. On peut aussi tout simplement se féliciter à chaque pas en avant, chaque fois que on a de nouveau le sourire, chaque fois qu'on regarde de nouveau le soleil, chaque fois qu'on retourne au sport, chaque fois qu'on va retourner boire un verre avec quelqu'un, chaque fois qu'on rigole, chaque fois qu'on est en mesure de faire telle rando qu'on avait fait avec l'ex, et on peut faire la rando sans être dans la tristesse, ou telle autre activité qu'on avait fait avec l'ex-conjoint, et on arrive à le faire sans avoir trop de souvenirs ou disons sans être dans des émotions négatives. Ça, ce sont des pas en avant. Donc, se féliciter de manière un peu rituelle, un petit verre de champagne, un tap sur l'épaule, un bravo. Se féliciter à chaque pas en avant, chaque fois qu'on a une première fois sans l'ex. Eh bien, merci beaucoup. Oui, en effet, ça nous a permis de bien cerner tout ce sujet, de savoir comment accompagner, mieux vivre la séparation ou au moins comment aller de l'avant, puisque voilà, quand on y travaille en se laissant le temps, notre propre temps, vous l'avez dit, il n'y a pas de date d'échéance fixe. Il faut vraiment se laisser le temps pour sortir de tout ça et puis aller de l'avant, parce que le soleil revient toujours, comme on l'a dit également. Si on devait lister vos 3 principaux conseils pour surmonter une séparation. Premier conseil, prendre soin de soi activement, c'est-à-dire se pardonner si nécessaire, se remercier, être dans la gratitude et être gentil avec soi et dans la bienveillance avec soi. Deuxième chose, vous l'avez dit, prendre le temps sans se mettre de pression par rapport au rythme. C'est un deuil et un deuil, ça prend du temps et c'est pas linéaire. Troisième point, un troisième conseil, se souvenir que c'est un excellent moment pour apprendre sur soi. En profiter pour se développer, pour développer la connaissance de soi et peut-être améliorer certaines choses. Tiens, de quoi est-ce que j'ai besoin dans une relation? Comment est-ce que je m'exprime dans une relation? Comment est-ce que j'exprime mes émotions, mes besoins? Est-ce que j'ai certaines réactions automatiques dans les conflits ou face à telle ou telle situation? Qu'est-ce que j'ai envie de conscientiser? Qu'est-ce que j'ai envie de marquer? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer par rapport à ma manière d'être en couple? Si on peut apprendre de cette relation, elle aura valu la peine, comme toute relation humaine. Exactement, et puis ça nous permet justement donc d'aller un petit peu plus loin dans nos relations futures pour nous sentir plus à l'aise et en harmonie avec nous-mêmes. Merci beaucoup, Laurence. Avec grand plaisir. Et bien sûr, donc si vous rencontrez des difficultés dans votre couple ou avec la gestion de vos émotions, notamment après une séparation, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel qui saura vous apporter l'aide nécessaire pour surmonter cette épreuve. Laurence Dispo, vous proposez des consultations en cabinet, mais aussi à distance grâce à la visio pour répondre au plus grand nombre. Comment faire pour vous contacter? Vous pouvez me contacter via mon site internet www.psydispaux.ch puisque effectivement je suis en Suisse, donc peut-être que nous nous verrons en visio. Et on embrasse tous les Suisses au passage. Merci beaucoup. Merci.
Merci de nous avoir aidés dans ce sujet si sensible et par lequel on passe tous à un moment donné. Hein, donc, merci. On espère apporter du soutien pour ceux qui traversent actuellement ce genre de situation. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau sujet. Merci à vous de votre accueil, comme toujours, un grand plaisir et à bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.